je vois des deux yeux, je suis content. Sujet de la soirée, donc la voiture électrique avec deux angles, l'angle écologique et économique pour faire simple. Et je vais commencer avec l'angle écologique. Peut-être juste une petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Sébastien Imbert, je travaille comme consultant en développement durable dans l'entreprise qui s'appelle Cantis. Et ce que je présente ce soir, c'est le résultat de travail, de recherche d'un point de vue de l'analyse de cycle de vie qu'on fait régulièrement pour nos clients qui nous posent ce genre de questions. Donc, je reste avec ça, il n'y a pas de questions bêtes, mais comme a dit Gauthier, on les garde pour la fin. Le constat qui fait plaisir à personne, et une des raisons pour laquelle on est là ce soir, c'est le fait que, grosso modo, les émissions de CO2 en Suisse sont, on peut dire pour faire simple, plus que 14 fois trop élevées. On peut débattre sur les chiffres, mais le message, c'est qu'elles sont trop élevées. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine, pour faire simple, on peut dire qu'il y a à peu près 6 tonnes en Suisse et 8 tonnes au travers de nos importations. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y a différents chiffres qui existent. Ça dépend si on regarde que ce qu'on émet en Suisse ou si on regarde aussi ce qu'on émet à l'étranger. Et toujours pour faire simple, à peu près un quart, c'est l'alimentation, un quart, c'est les transports, un quart, c'est le logement, puis un quart, c'est le reste. Et puis ce soir, bon, on s'occupe un peu de la partie transport. Et l'objectif pour être durable, ça devrait être moins de 1 tonne par personne. Donc, pour passer de 14 tonnes à 1 tonne par personne, grosso modo, il faut faire des efforts sur tous les postes. Il n'y a pas un poste qui est inutile, un poste qui n'est pas important. Tout le monde doit faire un effort. Et puis, la question de ce soir, c'est pour la mobilité individuelle, est-ce que, par exemple, la voiture électrique est intéressante? En résumé, comment est-ce qu'on calcule l'empreinte environnementale? Et puis là, je vais simplifier dans le but d'une présentation de 15-20 minutes sur l'empreinte carbone. Puis on peut toujours aller plus loin après si on est intéressé. Comment est-ce qu'on calcule l'empreinte carbone de la mobilité? En résumé, on regarde tout le cycle de vie. Comme le nom le dit, l'analyse de cycle de vie, qui est le terme scientifique pour ce qu'on appelle les éco-bilans ou le bilan carbone, c'est regarder tout. Et là, ça répond tout de suite à une question que beaucoup de gens posent. Est-ce qu'on s'occupe de la production de la voiture? Est-ce qu'on s'occupe de la production des batteries? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on s'occupe des usines en Allemagne qui fabriquent cette voiture? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on regarde, bon, l'emballage à la distribution, c'est moins important, quoique si vous achetez une voiture qui a été fabriquée aux États-Unis ou au Japon et puis qu'elle est amenée en Europe, il y a le bateau pour l'amener jusqu'en Europe, etc. Son utilisation, l'élément clé d'une voiture, évidemment, c'est par exemple l'énergie qu'on utilise pour la faire rouler. Et l'autre question qu'on nous pose beaucoup, c'est mais est-ce que vous avez pensé à regarder la fin de vie d'une voiture? La réponse, c'est oui. On regarde tout le cycle de vie. Alors, évidemment, on essaye de modéliser quelque chose qui est très complexe. Donc, il y a des simplifications, mais le but, c'est de faire ces simplifications de manière à ce qu'on ait quand même l'information utile et importante pour savoir à la fin où est-ce qu'on pollue. Et puis, lorsqu'on compare deux systèmes, lorsqu'on compare deux voitures, laquelle sera la plus écologique? Et puis, sur ce cycle de vie, on regarde tout ce qui est consommé et tout ce qui est émis. La quantité de charbon utilisée par une aciérie en Chine pour faire le fer de la voiture. La quantité de gaz naturel brûlé quelque part ou d'électricité utilisée quelque part pour fabriquer l'aluminium utilisé dans la voiture, etc., etc. Et les émissions, lorsqu'on brûle, par exemple, du carburant dans la voiture, quelles sont les émissions? Ou l'énergie et les émissions de CO2, dans ce cas-là, qui seraient associées, par exemple, à fabriquer la batterie. Et tout ça, ensuite, on regarde quel est son impact sur l'environnement, pollution de l'eau, consommation de ressources naturelles, impact sur la biodiversité, et puis les fameuses émissions de CO2 qu'on résume en général en parlant d'empreinte carbone. Alors, les résultats. Lorsqu'on fait cette étude, là, je vais rester sur cette slide, je vous rassure, vous avez le temps de la regarder. Là, je présente l'empreinte carbone de différents modes de transport exprimée en grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Alors, si je commence par en haut, les trois premiers résultats, c'est une voiture thermique. Typiquement, sur ce coup-là, j'ai pris une voiture à essence, mais le diesel, les résultats ne sont pas très différents. Une voiture thermique qui consommerait du 7 litres au 100, 5 litres au 100 ou 4 litres au 100. Ensuite, je présente 6 cas de voiture électrique. Une voiture électrique qui utilise du courant qui est fait à partir de charbon, du courant moyen, du courant certifié solaire. Puis à la fin, l'avion
le bus, là, je pense à un car. Le bus de ville, c'est plus compliqué à dire comment est-ce qu'on alloue l'impact, mais un car, donc si vous prenez Itzebus pour faire Zurich-Munich au lieu de prendre le train, si vous voulez comparer les deux choses, et le train, et ça pour une personne. Donc, l'avion, le bus et le train, c'est l'impact du système ramené à une personne. Alors que pour les voitures, c'est votre voiture, entre guillemets, indépendamment du nombre de personnes qu'il y a dedans. Et puis, ce qu'on voit sur les barres, c'est un tout petit truc gris au début, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. C'est par exemple la route, la station essence, le déneigement, c'est tout ces petites choses qui sont distribuées. Tout le monde est un petit peu responsable. Bon. Ensuite, en vert, c'est la production du véhicule. C'est là, si vous regardez un peu en détail, la voiture électrique, en tout cas dans nos résultats qu'on a mis là, la voiture électrique est considérée comme un peu plus polluante à kilométrage égal que la voiture normale parce qu'en guillemets, elle est en moyenne un petit peu plus lourde. On a dû fabriquer la batterie. En tout cas, c'est les données qu'on avait lorsqu'on a fait ces calculs. La technologie évolue très vite. Et la voiture électrique sa fabrication est en train de s'améliorer. Disons, là, on avait pris des données qui étaient plutôt ce qu'on appelle en anglicisme worst case, le cas le pire, parce que c'est des données d'il y a quelques années en arrière. Ensuite, vous avez fabriqué votre véhicule, et puis là, cette barre verte, en fait, c'est l'impact de fabriquer la voiture, qui est plusieurs tonnes de CO2, amorti sur 150 000 km. Et là, c'est très simple, c'est les bonnes vieilles règles de 3. Si votre voiture, vous la cassez au bout de 75 000 km, votre impact par kilomètre, il est le double. Puis si vous arrivez à la tenir pour 300 000 km, vous divisez encore par 2 cette barre verte. Ensuite, pour la voiture thermique, donc les 3 premiers cas, en orange, c'est la production du carburant. En fait, l'essence, quand vous la mettez dans votre réservoir, elle a déjà pollué pour être amenée depuis la mer du Nord, l'Afrique ou le Moyen-Orient ou l'Asie. Et puis, on a raffiné cette essence, on a raffiné ce pétrole pour en faire de l'essence. Ça pollue un petit peu. C'est ce qui est en orange. Et après, en jaune, c'est quand j'ai brûlé cette essence. Puis, ce qu'on voit, évidemment, ce n'est pas trop surprenant pour les personnes qui sont un peu familières avec ça, c'est que l'impact principal de votre voiture, c'est l'essence et c'est surtout les émissions au pot d'échappement. Mais quand vous regardez ces chiffres pour les voitures thermiques, on est entre 150 et 250 grammes de CO2 par kilomètre. Ça paraît plus haut que ce que vous voyez sur la petite feuille ou ce qu'on communique sur les étiquettes énergétiques, parce que ici, c'est le cycle de vie complet, ce n'est pas juste les émissions de CO2 au pot d'échappement. Et maintenant, si on compare ces 3 premières voitures thermiques à des voitures électriques, la voiture électrique, on a aussi sa production en vert. Puis en rouge, c'est l'impact de la production électrique pour faire avancer cette voiture électrique. Les 2 premiers cas, qui sont les 2 grandes barres en rouge, c'est dans le cas où votre voiture elle était alimentée par de l'électricité qui vient d'une usine à charbon, donc le pire cas. Vous êtes en Pologne, ou alors inversement, vous dites j'ai importé de l'électricité au charbon, on peut discuter, mais disons, si vous dites ma voiture, je l'ai fait rouler avec de l'électricité qui vient du charbon, les résultats, c'est cette barre rouge. Et puis, il y a il y a 2 barres un peu différentes parce que le premier cas, c'est une voiture électrique qui consommerait 24 kWh au 100, puis le deuxième cas, c'est une voiture qui consomme du 16 kWh au 100. Pour faire très simple, c'est linéaire. Ensuite, on a le cas voiture électrique courant normal, moyenne européenne. Ça, c'est si on veut répondre à la question, si on est en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne, ou inversement, vous êtes quelqu'un qui fait vous avez une maison au sud de la France, vous avez la famille en Allemagne, vous allez skier en Autriche et puis les vacances d'été en Italie. Donc, en moyenne, le courant moyen européen, ça donne des barres qui arrivent en fonction de si vous consommez entre 16 ou 24 kWh au 100, entre 140 et 180 grammes au kilomètre. Et les 2 dernières barres pour la voiture électrique, c'est au cas où vous faites l'effort de recharger votre voiture avec du courant d'origine solaire. Alors, soit parce que vous avez la chance d'avoir des panneaux solaires sur votre toit ou le toit de votre entreprise et puis vous rechargez la voiture pendant que le soleil donne, soit chez vous l'après-midi, soit au bureau l'après-midi, soit parce que on peut discuter en fait de la robustesse de
ce qu'on appelle les certificats d'énergie, mais vous faites l'effort, par exemple, si vous êtes chez la Romande Énergie, de dire, moi, je veux du courant terre d'ici qui a au moins 50% de solaire. Vous dites, je paye un peu plus pour m'assurer de consommer du courant solaire. On peut débattre de la robustesse de ces systèmes en dehors de cette discussion, mais disons, si on y croit, si on part du fait qu'on ne nous a pas menti, puis qu'en achetant de l'électricité solaire, on a soutenu les installations de panneaux solaires, en fait, comme le solaire a une empreinte carbone très basse, et oui, ici, nos panneaux sont considérés comme fabriqués avec de l'électricité au charbon en Chine, donc ça, je vous rassure, mais une fois qu'on amortit le panneau sur 25 ans, on tombe à peu près de l'ordre de 50 grammes de CO2 le kilowattheure. Ça nous donne en fait une consommation qui est quand même une émission de CO2 associée à la consommation électrique qui est quand même très faible. Et vous voyez, on est entre 60 et 70, 80 grammes de CO2 au kilomètre. Puis, si ce n'était pas clair, l'avion qui est marqué en dessous, lui, il est autour des 250. Donc, l'avion reste le moyen de transport le pire, à moins que vous soyez tout seul en voiture pour faire un Genève-Paris. Là, c'est à peu près kiff-kiff à l'avion, un Genève-Bruxelles. Mais du moment où vous êtes une famille de 4 personnes, par personne, l'impact de la voiture sera divisé par 4. De toute façon, l'avion, c'est le moyen de transport qui pollue le plus. Le bus et le train, par contre, sont très compétitifs. C'est quand même pas une surprise que le train… Ça, c'est une moyenne européenne. Ça, c'est une moyenne du train suisse avec de l'hydro, du train allemand avec du charbon. Donc, on est en moyenne le train. On ne peut pas battre ça. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Donc, en résumé, si je regarde, je vois qu'une information clé pour la voiture électrique, c'est vrai, c'est quelle est l'origine du courant. Et si vous ne savez pas, parce que vous dites, moi, je n'ai aucune idée de quel courant est utilisé pour recharger ma voiture électrique, en moyenne européenne, vous êtes entre les 150 et les 100, entre les 120 et 160 grammes de CO2, et vous êtes égal ou meilleur à une voiture thermique. Si vous commencez à comparer les résultats de la voiture thermique, et souvent la question qu'on nous pose, oui, mais moi, ma voiture, elle consomme du 5 litres, du 4 litres au 100, je la garde. Vous voyez, en fonction de la voiture que vous avez, si vous faites l'effort de prendre une voiture électrique, si en plus c'est plutôt une petite, à 16 kWh par 100, pas une grosse, et vous l'alimentez en énergie d'origine solaire, vous êtes entre 50 et 75% mieux qu'une voiture à essence. En guillemets, vous divisez par 2, 3, voire 4 vos impacts. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, si vous faites l'effort de recharger votre voiture avec de l'électricité solaire, ça devient moins important de savoir si vous avez une voiture qui est petite ou grosse électrique. Je sais qu'il y a toujours un débat. Il vaut mieux avoir une voiture petite qui consomme moins. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez une voiture électrique qui est grosse, c'est encore plus important de la recharger à l'électricité solaire pour s'assurer de ne pas avoir des émissions de CO2 qui viendraient à peu près égales à une voiture thermique aux 4-5 litres au 100. Ça, c'est pour le résumé de l'information. Et peut-être en conclusion, dire, et ça je mets vraiment ma casquette de scientifique, je réponds souvent à une question qu'on me pose ou quand on me dit, ouais, mais la voiture électrique, ça a quand même un impact. Mais oui, ça a un impact. On n'a jamais dit que la voiture électrique n'avait pas d'impact. Et si vous prenez une voiture électrique et vous faites 3 fois plus de kilomètres qu'avec votre voiture essence, à la fin, vous allez quand même polluer plus. La voiture électrique est une solution pour réduire nos émissions de CO2. Et là où elle est intéressante par rapport à la voiture à essence, c'est que la voiture électrique permet, entre guillemets, de choisir un carburant renouvelable. Malheureusement, on n'a pas le choix, la station essence, de pouvoir choisir entre de l'essence qui vient du pétrole et de l'essence qui serait renouvelable. Il y a plein de recherches. Les biofuels, on sait que ce n'est pas la solution. Il faut prendre beaucoup d'engrais, de pesticides pour labourer un champ, faire des biofuels. Donc, l'essence renouvelable, elle n'existe pas à la station essence. Par contre, l'électricité renouvelable, elle existe sur mon toit. J'ai 50 mètres, j'ai 30 mètres j'ai 50 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, j'ai de l'énergie renouvelable que je peux utiliser pour recharger ma voiture électrique. Si elle est électrique, j'ai encore une vieille voiture, je dois changer bientôt. Donc, c'est ça le message principal, c'est que la voiture électrique est intéressante, surtout si on utilise son potentiel qui est de choisir un carburant renouvelable. Ça divise à peu près 2, 3, 4 les impacts. Et sur ce, je vais m'arrêter pour laisser Olivier présenter l'analyse économique d'une voiture électrique. Je vais arrêter de partager mon écran.